Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un document qui m'a vraiment interpellé, un guide pratique qui s'intitule Parler sans vendre. Oui, Et la promesse, elle est audacieuse. Apprendre à recruter des clients, des partenaires, sans jamais avoir l'air de vendre. exactement. Alors, c'est écrit pour des entrepreneurs en marketing de réseau, un milieu qu'on associe souvent à la vente un peu forcée. Oui, un peu. Mais en le lisant, j'ai tout de suite vu que la psychologie derrière, elle est applicable à presque toutes nos interactions. L'idée centrale est totalement contre-intuitive. Pour réussir, il faudrait juste arrêter de vouloir convaincre, à tout prix. Absolument. Et c'est vraiment cette philosophie qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Le guide part d'un constat très, très actuel. Le prospect d'aujourd'hui, qu'il appelle le prospect moderne, Ouais, il est bombardé d'infos, de sollicitations. Sa méfiance, en fait, ça n'est plus une exception, c'est son régage par défaut. c'est un réflexe. C'est un réflexe. Et ce que le livre affirme, c'est qu'il ne cherche pas plus d'arguments ou de preuves, il cherche quelque chose de beaucoup plus fondamental, la sécurité relationnelle. La sécurité relationnelle. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce document propose de passer d'une posture de vendeur, Hmm. qui crée de la pression, à une posture de clarificateur, quelqu'un qui apporte de la lumière, de la sérénité. Alors allons-y. Le point de départ, le fondement de toute la méthode, c'est ce changement de posture. Le premier chapitre s'intitule « Le prospect moderne n'achète plus, il observe ». C'est une phrase qui frappe, oui. Carrément, on a tous vécu ça, non? On sent que quelqu'un s'apprête à nous vendre un truc et hop, instantanément, un mur se dresse. Tout à fait. Le guide dit que notre non-verbal, notre calme, notre rythme, ça fait 50% du travail, avant même qu'on ait dit un mot. C'est exactement ça. Le guide nomme ce phénomène le basculement intérieur. En fait, ce qu'il dit, c'est que notre intention de convaincre, même si on ne dit rien, Oui, elle transpire. Dans notre attitude, notre regard, notre empressement. Et le prospect moderne y est hypersensible. ça déclenche une alarme, chez lui. Une alarme exactement. En psychologie, on appellerait ça la réactance. Ce réflexe de reculer dès qu'on sent notre liberté de choix menacée. Du coup, la solution qu'il propose est radicale. Il faut vraiment opérer ce basculement à l'intérieur de soi et accepter sincèrement de n'avoir rien à prouver, rien à défendre. C'est un vrai lâcher-prise, en fait. Il ne s'agit pas de cacher son intention de vendre, Non, mais de la remplacer par une intention d'aider à clarifier. précisément. Le rôle de l'entrepreneur selon cette méthode, ce n'est plus de persuader, c'est d'être une sorte de miroir intelligent pour l'autre. En apportant de la clarté sur sa situation, ses besoins, ses doutes, on crée un espace de confiance. Et c'est là que le paradoxe opère. Voilà, c'est en abandonnant l'objectif de closer qu'on attire les gens, naturellement. Ils ne se sentent plus comme une cible, mais comme un interlocuteur qu'on respecte. Et dans cet espace sécurisé, ils sont beaucoup plus ouverts à l'écoute. D'accord, la théorie est séduisante. Très séduisante. Mais c'est dans la pratique que ça devient un vrai défi. Et c'est là, je trouve, que la méthode devient vraiment concrète. Et même surprenante, avec des scripts, des réponses mot pour mot, Oui, aux questions qu'on redoute tous. Prenons l'approche classique. Quelqu'un s'intéresse à ce qu'on fait et demande « De quoi s'agit-il » Mon réflexe, ce serait de commencer à expliquer, à donner des détails pour piquer la curiosité. et ce serait, d'après le guide, la première erreur. Ah bon? Parce que cette question, souvent, ce n'est pas une vraie demande d'information. C'est un test. Un test. Oui, le prospect se demande, si je pose cette question, est-ce que je vais me faire embarquer dans un argumentaire de 20 minutes? Il mesure le degré de pression. D'accord. La réponse recommandée est donc volontairement courte, presque énigmatique, et centrée sur le bénéfice. J'aide les gens à mieux comprendre ce que leur corps exprime pour agir plus justement. Et c'est tout. Point final. Point final. Je dois que ça me déstabilise un peu. C'est si court que ça peut paraître fuyant. On ne risque pas de frustrer la personne si elle voulait vraiment savoir? C'est un risque calculé. Et c'est ça qui est intéressant. Le silence qui suit cette phrase, il est crucial. Ce silence dit « Je t'ai donné une piste, mais je ne vais pas te forcer la main. La balle est dans ton camp. » Je vois. Si la personne est vraiment curieuse, elle va relancer, elle posera une deuxième question. Si elle ne faisait que sonder le terrain, elle laissera tomber. C'est un filtre en fait. C'est un filtre très efficace, oui. Ça éloigne les curieux passifs et ça invite les personnes vraiment intéressées à s'engager. La sécurité relationnelle est préservée dès le premier mot. D'accord. C'est un tri subtil. Passons à la question que le livre appelle la question piège. Ah oui, Tu vends quoi? Là, c'est direct. Refuser de répondre, ça semble presque malhonnête. Mon premier réflexe, ce serait de nommer le produit, la marque. et en faisant ça, on tombe dans le piège.
On accepte de faire basculer la conversation sur un terrain purement commercial. On devient le vendeur face à l'acheteur. Exactement, et la méfiance s'installe. Le guide suggère une manœuvre de désamorçage très habile. La réponse est: je ne vends rien dans la conversation. Je commence toujours par expliquer. C'est puissant. Ça change complètement le cadre de l'échange, cette phrase. Ah oui, Elle établit une règle du jeu clair. Ici, maintenant, on n'est pas dans une transaction, on est dans une discussion. c'est exactement ça. Ça dit implicitement: tu es en sécurité avec moi. L'objectif n'est pas de te prendre de l'argent, mais de voir si on peut se comprendre. Ça restaure un dialogue d'égal à égal. Et ça enlève une pression énorme des deux côtés. L'entrepreneur n'a plus à pitcher, le prospect n'a plus à se défendre. Un autre cas qui paralyse souvent, l'objection « est-ce que ça marche vraiment ?» Ah, la grande question. Là, instinctivement, j'aurais envie de sortir les témoignages, les études de cas, les chiffres, de prouver par A plus B que oui, ça marche. Et c'est ce que le guide appelle le piège de la démonstration. Il analyse que cette question, en fait, elle cache rarement une demande de preuve factuelle. C'est une recherche de garantie émotionnelle. La personne a peur d'être déçue, en fait. Peur d'être déçu, d'échouer, de perdre son temps ou son argent. En répondant avec un flot de preuves, on essaye de la persuader, et ça ne fait qu'alimenter son doute. On agit comme un vendeur classique, Et donc, la réponse proposée, elle à va contre-courant. totalement. Encore une fois, Elle déplace le débat. du terrain de la promesse à celui de la compréhension. La suggestion est ici. Ce n'est pas une promesse, c'est une compréhension. Quand on comprend mieux, on agit mieux. Et les résultats suivent. C'est brillant. C'est brillant car ça fait 3 choses. 1. Ça refuse de faire une promesse qui pourrait être fausse. 2. Ça valorise l'intelligence du prospect. Et 3. Ça lui rend le pouvoir. Ça lui rend sa part de pouvoir et de responsabilité. Le succès ne dépend pas d'un produit magique, mais de sa propre capacité à agir à partir d'une nouvelle compréhension. On voit un fil rouge très clair. Chaque réponse est conçue pour une seule chose, maintenir cette fameuse sécurité relationnelle. C'est ça. Et c'est la même logique pour des objections comme « j'ai déjà un médecin ». La réponse est « je ne remplace pas un médecin, je suis sur la compréhension, pas sur le soin ». Oui, Ou pour un « je n'y crois pas » qui reçoit un « ce n'est pas une question de croire, c'est une question de comprendre ». On ne se bat jamais, on ne se justifie jamais, on recadre. le but, ce n'est jamais de gagner l'argument, c'est de préserver la conversation. En refusant d'entrer dans le débat, en restant calme, détaché du résultat, on envoie un message très puissant. Je suis tellement confiante dans ce que j'apporte que je n'ai pas besoin de te convaincre. Et ce calme devient la meilleure preuve. Paradoxalement, oui, ça devient la preuve de crédibilité la plus forte. D'accord. On a navigué ce premier contact, la confiance est là. Et ensuite, le guide insiste sur un point qui m'a surpris. Il faut déplacer la conversation sur WhatsApp. Honnêtement, je m'attendais à proposer un café ou passer un appel. Quelque chose de plus personnel. Pourquoi WhatsApp? Parce que WhatsApp est asynchrone. C'est ça la clé. Asynchrone. Un café ou un appel, ça crée une pression, sociale et temporelle. Il faut répondre tout de suite, être performant en direct. Ça peut être stressant. On remet le prospect en position de vulnérabilité. Exactement. Alors que WhatsApp, ça lui offre le contrôle. On peut lire un message, prendre le temps de réfléchir, répondre 1 heure plus tard. Ce n'est pas impoli. Ce rythme plus lent, plus posé, ça renforce le sentiment de sécurité et de maîtrise. Le choix de l'outil est donc une application directe du principe de base? C'est fascinant. Tout est cohérent. Et j'imagine que le premier message qu'on envoie sur WhatsApp n'est pas un long pavé explicatif. Surtout pas. Ce serait anéantir tous les efforts d'avant. Le guide fournit un script très précis. Le premier message de réponse doit être un message d'accueil et d'écoute. La phrase suggérée est « Bonjour, merci pour votre message. Qu'est-ce qui vous a donné envie de m'écrire ?» C'est une question géniale. Elle est géniale, oui. Elle est ouverte, valorisante et elle remet immédiatement la personne et ses motivations au centre de l'échange. On continue donc le processus de clarification, pas de vente. On cherche à en prendre son monde avant de lui présenter le nôtre. C'est un véritable diagnostic. Toute la conversation qui suit, elle est structurée pour ça. Poser des questions ouvertes, reformuler ses propos. Si je comprends bien, ce qui est difficile pour vous, c'est ce genre de choses. Voilà. Valider ses émotions. On construit une carte de sa situation avec son aide. L'objectif, c'est de comprendre, pas de conclure. Ce qui amène à la question cruciale. On a créé la confiance, on a un terrain calme, on a une compréhension fine de la situation. Comment est-ce qu'on fait le pont vers une proposition concrète sans bruser cette magie? Alors, Comment on passe de clarificateur à proposant sans redevenir un vendeur?
La réponse du guide, elle tient en 2 mots, patience et permission. Patience et permission. D'abord, la patience. Il faut attendre des signaux clairs, ce que le livre appelle les signaux verts. D'accord. Ce sont des moments où le prospect ouvre lui-même la porte. Il pose des questions très précises sur les solutions, il se projette, et concrètement on ferait comment? Ou il demande de l'aide explicitement. Proposer quelque chose avant ces signaux, c'est une intrusion. Et même quand le feu est vert, on ne fonce pas. C'est là qu'intervient la permission. Exactement. On ne propose pas, on demande l'autorisation de proposer. C'est une nuance fondamentale. Le guide donne une phrase pivot pour ça. Si vous voulez, je peux vous expliquer ce que certaines personnes font dans ce type de situation. Ah oui, c'est subtil. Cette simple demande, elle change tout. Elle maintient la liberté totale du prospect. C'est lui qui garde le contrôle et qui dit « Oui, je suis prête à écouter ». On n'enfonce pas la porte, on attend qu'il nous donne la clé. C'est ça. C'est un micro-moment de consentement qui préserve toute la confiance qu'on a bâtie. La conclusion du guide est, elle est presque philosophique, il parle de la paix intérieure comme stratégie business. Oui, Et de l'idée de construire un réseau sur la confiance, pas sur l'urgence. Ça va tellement à l'encontre de l'image du hustle, de l'agitation permanente. c'est le point d'orgue de toute la méthode. L'argument est simple mais profond. Un entrepreneur agité, pressé, stressé par ses objectifs, il transmet sa tension, inconsciemment. Et le prospect le sent? Il le sent et il se demande « Pourquoi est-il si pressé ?» Il y a un truc qui cloche. Cette urgence, ça crée de la méfiance. À l'inverse, un entrepreneur calme, serein, qui est sincèrement détaché du oui ou du non, il devient un pôle d'attraction. Mais soyons honnêtes, cette paix intérieure, c'est un peu un luxe, non? Un entrepreneur qui débute, il a des factures à payer, une pression énorme. Est-ce que cette approche zen n'est pas un idéal un peu difficile à atteindre quand on a besoin de résultats? Et vite. C'est une objection très juste. Et le guide ne l'ignore pas. Il admet que cette approche est probablement plus lente au démarrage qu'une stratégie agressive. On ne brûle pas ses contacts. Voilà, on ne les brûle pas avec de la pression pour avoir des résultats à court terme. C'est un investissement. C'est comme comparer un chasseur et un agriculteur. J'aime bien l'image. Le chasseur, il peut ramener un gibier aujourd'hui, mais demain, sa quête recommence. L'agriculteur, lui, il travaille sa terre, il sème, et il récoltera plus tard, mais de manière plus pérenne, plus abondante. Construire sur la confiance, c'est de l'agriculture relationnelle. J'aime beaucoup cette analogie. Et le guide ajoute que cette culture se duplique. C'est un point essentiel, surtout dans le marketing de réseau. Si vous recrutez quelqu'un en lui mettant la pression, il y a de fortes chances qu'il fasse la même chose. On crée un système basé sur le stress. Exactement. Vous créez une organisation basée sur l'urgence. Si vous intégrez quelqu'un dans le calme, dans le respect, il apprendra à faire de même. La culture de la confiance se propage. C'est ce qui crée un réseau sain sur le long terme. C'est ça. La conclusion du livre résume tout en une phrase. Tu n'as rien à vendre, tu as une clarté à incarner. En résumé, ce guide « Parler sans vendre », c'est bien plus qu'un recueil de techniques. C'est une invitation à une révolution de la posture. Oui, On passe du vendeur qui pousse au clarificateur qui attire. On retient l'importance de créer un espace sans pression, cette fameuse sécurité relationnelle. Et la puissance de ces réponses courtes, contre-intuitives, qui désamorcent les objections au lieu de les affronter. tout à fait. C'est une approche où le calme, l'écoute et le respect absolu de la liberté de l'autre, ça devient les outils les plus efficaces. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ces principes, qui sont nés dans un contexte très spécifique, sont en fait universels. C'est vrai. On peut les appliquer à un entretien d'embauche, à une négociation, à un projet à défendre en interne, même à des conversations difficiles avec nos proches. Le fil rouge reste le même. Il reste le même, cesser de vouloir imposer son point de vue et commencer par créer un espace où l'autre se sent assez en sécurité pour explorer le vôtre. Ça laisse une question en suspens pour nous tous. Dans notre monde saturé d'infos, de sollicitations, où tout le monde crie, est-ce que la forme d'influence la plus puissante, la plus durable, ne serait pas paradoxalement la plus silencieuse? Celle qui consiste juste à offrir de la clarté, de l'écoute, sans aucune attente en retour. Peut-être que le vrai pouvoir, ce n'est pas de convaincre, mais d'aider l'autre à se convaincre lui-même. Une piste de réflexion en tout cas sur la qualité de nos propres conversations.